Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette année encore pour les rencontres annuelles de coffre et également de clôturer cette formidable session 2024. Je regardais et je me suis rendu compte que la première rencontre au coffre à laquelle j'ai contribué, c'était en 2013. Et 2013, ce n'est pas rien parce que 2013, eh bien, c'était à quelques mois l'année où on a connu une baisse de 30% de l'or. Et s'il y a des années où on est plus content que d'autres pour vous retrouver, eh bien, c'est qu'on leur a fait plus 30% et pas moins 30%. Et ce sera l'occasion dans cette vidéo, comme d'habitude, de faire le bilan de l'or, de regarder ce qu'on a dit l'année dernière, voir si on est dans les clous pour que les scénarios se réalisent. On va également tenter de répondre à la question de la fameuse bulle, puisqu'effectivement, lorsque l'or prend 30% de manière funiculaire, certains se disent s'il n'est pas trop tard, si on n'est pas en train de vivre une bulle sur les métaux précieux. On va essayer d'apporter une réponse à cela. On va mettre au point également la stratégie qu'on peut appliquer pour les 12 prochains mois. Bref, beaucoup de choses qui vous attendent dans cette présentation que je vais vous proposer. Je vous retrouve tout de suite derrière les graphes. Et donc, on va commencer cette présentation par un bilan de ce que l'on a vécu en 2024 à l'aune de ce qu'on avait anticipé en 2023 pour essayer de baliser le chemin qui a été parcouru. Je vous rappelle que 2024 a quand même été marqué par un record historique de l'or libellé en dollars, de l'or libellé en euros. Et du coup, on a un bilan qui est extrêmement favorable. Regardez, si on arrêtait les compteurs au 15 novembre 2024, l'or en euros a pris 30%, l'or en dollars a pris 25%, l'argent est à plus 34 quand il est libellé en euros, en dollars c'est plus 28%. Le SP500 est à plus 25%. Bon, vous savez lire, le Bitcoin a même doublé. Et le CAC 40, malheureusement, notre indice national, traîne la patte. Et cette diapositive est issue de la vidéo de l'année dernière. Et on expliquait que on a une règle qui s'appelle la règle du balancier, qui est que la distance parcourue avant un obstacle reportée par-delà l'obstacle, ça donne un objectif. Et je disais que dans cette configuration, on avait un objectif qui était d'aller chercher plus 40% à terme, c'est-à-dire la barre des $2800. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, comme vous pouvez le voir, on a quasiment atteint l'objectif déjà en un an. Je ne m'y attendais pas, mais on a fait jusqu'à 2795, donc plus 40%. Mais bon, à $5 près, on a déjà atteint l'objectif. Donc, on est vraiment sur de bonnes bases pour atteindre l'objectif théorique. Pour l'argent en euros, ça c'est pareil, une diapositive qui a été prise l'année dernière. La même règle du balancier, ouais, on a un obstacle, on prend la distance parcourue avant l'obstacle, on le reporte par-delà l'obstacle. Et j'avais dit qu'à terme, on pouvait espérer aller chercher plus 40% également pour l'argent libellé en euros, à 31 euros donc. Et là, on a déjà atteint l'objectif en un an. Ok, donc ça c'est bien, plus 40%, 32 euros au compteur. Actuellement, on perd un peu de terrain, mais c'est normal, on a bien monté. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller encore plus haut, naturellement. Le platine, l'année dernière, j'expliquais que l'objectif, suite à l'existence d'un support majeur, ici, c'est d'aller chercher plus 10% en allant atteindre la prochaine résistance qui était à 900 euros. Plus 10%, c'était mon objectif de moyen terme et on en est resté à 960, donc encore mieux que ce qui était anticipé, puisque au lieu de plus 10%, on a fait plus 22%. Bon, actuellement là aussi on reflue un petit peu, mais vous voyez que le platine n'a pas du tout été ridicule cette année avec plus 22%. Je vous rappelle que le CAC 40 national a fait plus 3% à l'heure où je parle. Le palladium, j'avais expliqué qu'on pouvait espérer un objectif à terme de plus 25% pour aller chercher 1215 euros. Alors, est-ce qu'on a atteint les 1215 euros? Pas vraiment, on est monté jusqu'à 1160, donc l'objectif n'a pas encore été rallié. À mon avis, il le sera, mais ça prend un peu plus de temps que pour les autres métaux qui ont déjà atteint leur objectif. En tout cas, comme vous pouvez le voir, les métaux précieux n'ont absolument pas démérité. Ils ont atteint l'objectif que j'avais fixé à moyen terme sur quasiment un an.
moins en fait. Et pour le Bitcoin, enfin, j'avais expliqué qu'un ralliement à terme des anciens plus hauts à 70 000 $, le Bitcoin était dans les clous. J'avais expliqué pourquoi. Donc une hausse de 90% était envisageable. Et regardez, on est déjà à plus 140%. Et en lieu et place de 70 000, on a même fait un plus haut à 93 000. D'ailleurs, cette année a été une année où le consensus général selon lequel l'or et le Bitcoin ne sont absolument pas ennemis, contrairement à ce qu'on pouvait penser à un moment. Non, or et Bitcoin ne sont pas des situations qui font que c'est un jeu à somme nulle. C'est bien de l'or et du Bitcoin que l'on peut envisager de conserver de concert parallèlement pour assurer une sorte de poche de valeur refuge, mais également de performance. En tout cas, l'objectif a déjà été rallié pour Bitcoin. Alors maintenant, les perspectives. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher effectivement de se demander si après 30% pour l'or ou plus haut pour 140% pour le Bitcoin, si la situation n'est pas déjà extrêmement tendue et mériterait une correction forte, voire une fin de hausse. Alors là, c'est justement à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des vieilles diapositives. Regardez ça, c'est la rencontre annuelle et ma partie donc, que j'ai présentée au 30 novembre 2013, il y a plus de 10 ans. Et c'est important, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que on venait de connaître une baisse de 30%. Ok. Alors on est loin d'avoir connu une baisse de 30% en 2024, puisqu'au contraire c'est une hausse à laquelle on a assisté, mais vous allez mieux comprendre à mesure que je vais faire défiler les diapositives. Et j'avais donc titré fin de partie pour l'or, point d'interrogation, puisque suite à la progression exponentielle à laquelle on avait assisté, c'était la douche froide en 2013. Alors si vous vous posez la question du pourquoi, eh bien c'était pour beaucoup de raisons, mais la raison principale c'est que la crise de 2008 était maintenant derrière nous et beaucoup ont débouclé leur position et pour profiter des marchés actions porteurs qui sortaient de l'ornière et qui entraînaient moins de méfiance de la part des intervenants qui ont décidé de s'alléger en or qui avait rempli son rôle comme vous pouvez le voir mais qui n'était plus aussi nécessaire qu'avant. Alors, j'avais sorti ce vieux graphe de Kitco des années 70. Et ce qui m'intéressait, c'était justement l'ellipse que vous voyez au centre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une similarité certaine. Pourquoi y avait-il une similarité certaine ? Parce qu'on avait connu, si on zoome sur cette ellipse, 3 phases. Le passage de 30 $ à 180 $, à 190, donc effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle d'une vie, eh bien, l'once d'or valait 30 $. Il est monté jusqu'à 190 $ en 2 ans, en 4 ans. Donc après cette hausse de 530%, l'or a perdu 44%. Et suite à cette baisse de 44%, donc on parle bien d'une baisse de moitié de la valeur de l'or, on est passé de 190 à 105 $. On était à peu près là. Okay. Et ce qui est intéressant, ce qui est venu après, c'est-à-dire qu'alors même que beaucoup même considéraient que l'or était mort en 1976, avec une baisse de quasiment la moitié de sa valeur, derrière il y a eu l'explosion des 670% jusqu'en 1980. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que la baisse des 44%, c'est ce qu'on avait retrouvé justement sur la période initiée en 2012, 2013, etc., dont j'ai parlé, où on a perdu jusqu'à 45%. Donc vous remarquez la similarité, moins 44, moins 45%. Et derrière, eh bien, tout simplement, ce que l'on a assisté depuis 2016, c'est plus 170%. Et nous sommes là justement, nous sommes en train de vivre cette progression très importante à 70%. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que même si comparaison n'est pas raison, on voit que plus 170% suite à une baisse de 45%, c'est rien du tout. Ou si vous préférez, on ne peut pas parler de bulle parce qu'on a pris 170% en 5 ans, 6 ans, ou parce qu'on a pris 30% en 1 an. Regardez ce qui s'est passé avant. Chaque fois que l'on a connu des baisses considérables, donc, mais vraiment importantes, comme dans les années, au début des années 70 ou dans les années 80, derrière on a eu des hausses colossales, plus 770% à partir de 76, plus 650% à partir de 2001,
Donc vous comprenez bien que dans une situation comparable, les 170% auxquels on assiste actuellement ne sont absolument pas symptomatiques d'une fin de hausse, bien au contraire. Et si on devait espérer, et là encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais si on devait avoir une progression de 600% comme on a eu préalablement suite à une baisse de plus de la moitié ou de la moitié de la valeur de l'or, ça nous amènerait à 7 300$ avant que l'on commence vraiment à se dire qu'on a vraiment tiré très fort sur la corde. On en est très loin puisqu'on est actuellement à plus 170%. Je répète, ça ne signifie pas qu'on va faire plus 600% pour aller chercher 7 000$. D'ailleurs, un des plus grands spécialistes, parmi les deux plus grands spécialistes de l'or au monde qui sont Valek et Stoffel, eux voient une cible à 4 500 par exemple, ok, pour vous donner simplement une idée. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller à 7 300, ça veut dire simplement que non, 170%, ce n'est pas le marqueur d'une bulle. Ok. D'ailleurs, on peut également regarder ce graphe qui est assez intéressant, c'est qu'on parle de record historique, mais si on utilise un dollar ajusté à l'inflation, on n'est même pas, enfin on est tout juste sur les niveaux de record. C'est-à-dire que vous imaginez bien, le dollar de maintenant vaut beaucoup moins que le dollar d'il y a 5, 10, 15, 20 ans. C'est à cause de l'inflation. Un dollar ou un franc ou un euro d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 10 ans valait plus qu'un euro ou un franc s'il existait encore, ou un dollar de maintenant puisqu'il est grignoté par l'inflation. Ça veut dire que si on tenait compte de cette variable, eh bien à valeur de dollar équivalent, on n'est pas sur des records historiques, on est sur des niveaux équivalents aux records historiques. On n'est pas en record, on est sur des niveaux équivalents. Et loin donc d'une bulle, on est revenu tout simplement au niveau d'avant. Et puis surtout, regardez ce graphe-là. Ça, c'est intéressant parce que l'histoire ne se répète jamais, mais elle a tendance à bégayer un petit peu. Et on peut regarder ce qui s'est passé les dernières fois où on a pris 30% pour l'or libellé en euros. Parce que ça s'est déjà produit. Ok, ça s'est produit ici en 2010, on a pris 39%. Et on a également pris plus de 30% en 2024, c'est maintenant. Et on a pris en 2005 36%. Donc 2005 plus 36%. En 2010 plus 39%. Et là on est à 34%. Et comme vous pouvez le voir, ce qu'il s'est produit les précédentes fois on a pris 30%, et bien c'est que l'année suivante on a encore monté, et l'année d'après on a encore monté. Et puis effectivement après on a baissé, mais si encore une fois l'histoire a tendance à bégayer, après un plus 30%, on monte encore pendant 2 ans. Ce n'est pas ici une façon de vous dire qu'on va monter. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur des raisonnements aussi simplistes que on a trop monté, ni au regard de la progression depuis 3-4 ans, ni au regard de la progression de cette année. Ok ? Et puis dernière chose qui me rend assez confiant, c'est un graphe qui montre que finalement il n'y a toujours pas d'excitation au niveau de l'or. Là, le graphe met en relation les cours de l'or, c'est la courbe là, et les recherches sur Internet, sur les moteurs de recherche, etc., concernant la valeur or. Et comme vous pouvez le voir, ici, avec toutes ces barres mauves, on voit l'excitation en fait du public sur les réseaux sociaux, sur les recherches pour l'or. Mais là, finalement, on est sur un régime bien en dessous de ce qui se passait avant. Ou si vous préférez, l'or montre dans l'indifférence générale. Parce que oui, c'est une réalité. Si l'or monte, c'est essentiellement grâce aux Asiatiques. D'ailleurs, on le voit bien, quand on regarde les cours, ça baisse généralement lorsque le marché de l'or est ouvert en Europe. Et ça monte sur les sessions asiatiques. Autrement dit, encore, le côté positif de la situation actuelle et on va dire, de l'indifférence des acteurs occidentaux, c'est qu'il y a encore matière à aller chercher des réserves de demande pour l'or, puisque pour l'instant, on ne s'en intéresse pas tant que ça. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les pays arabes, etc., qui expliquent l'essentiel de la hausse sur les horaires d'ouverture des marchés. Alors maintenant, à quoi s'attendre pour 2025 ? Vous l'avez compris, on ne peut pas savoir, mais conclure à une baisse a moins de sens que de conclure à une continuation de la hausse. Surtout que ce n'est pas vraiment ma spécialité que de parler des fondamentaux, mais vous les connaissez, les fondamentaux.
inflation, dédollarisation, stratégie des BRICS pour diversifier leurs réserves de change, etc. Il y a toutes les bonnes raisons pour que l'or continue de monter. Et je l'ai dit depuis plusieurs mois, et je le répète pour 2025, je pense que la meilleure, ou du moins une solution intéressante pour vous, est de coupler la DCA et les ARR. Alors, si vous êtes des habitués de mon format, vous savez très bien ce dont je parle. DCA, c'est Dollar Cost Averaging, ça veut dire que vous allez investir à intervalles réguliers, par exemple tous les mois ou tous les trimestres, ou comme vous voulez, même tous les 2 mois si vous voulez. Hein. Et ça à intervalles réguliers, pourquoi? Pour coller au maximum à l'évolution des cours. Okay? C'est-à-dire que vous répliquez finalement l'évolution des cours, vous collez à l'évolution des cours en achetant régulièrement comme ça à intervalles réguliers. Et puis ça permet de ne pas rester sur le quai, d'être constamment investi. Et puis à côté de ça, eh bien, les zones d'accumulation rationnelle, hein, vous allez retrouver très facilement des tutoriels, notamment un podcast que j'ai donné pour Veracash pour en savoir davantage. Mais l'idée en 2 mots, c'est que on essaye de conserver une partie de son investissement pour être sollicité quand il y a des reflux. C'est-à-dire que, je caricature, si vous avez décidé d'investir 500 € tous les trimestres, c'est une image, vous pouvez par exemple investir 300 € tous les premiers du trimestre, par exemple, je sais pas moi, le premier de chaque 3 mois. Et ensuite, vous conservez l'autre partie des 500 € pour investir pendant les soldes, pendant les retours sur les zones d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle, c'est simplement des zones de support. Okay, et je vous montre ce que ça a donné justement. Toutes les ellipses là n'ont pas été postées a priori, elles ont été postées en temps réel. Ce sont les vidéos que je produis pour au coffre 2 fois par semaine, donc vous n'avez même pas à les rechercher, ces zones d'accumulation rationnelle, je vous les donne dans les vidéos. Et en plus maintenant je fais des alertes spécialement pour au coffre et Veracash lorsque je vois qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle, afin que vous soyez prévenus en temps réel. Okay, et comme vous pouvez le voir, l'idée, c'est que justement, vous avez une situation comme ça actuellement. Lorsque l'on revient sur une zone de support, sur une zone d'accumulation rationnelle, eh bien, on utilise le reliquat de l'investissement que l'on avait souhaité, on le mobilise à ce moment-là. Bon, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, si vous faites un investissement mensuel, tous les mois, vous investissez le premier du mois, et le reste, vous ne l'investissez que lorsque l'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Et si on n'est pas revenu sur une zone d'accumulation rationnelle au mois de janvier, eh bien pour le mois de février, vous avez donc plus à mobiliser, puisque vous avez le quota de janvier plus le quota de février, et vous investissez tout d'un coup dès qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Et si on ne l'a pas fait, eh bien ça sera en mars. Ok, vous aurez, si c'est 50 € par mois, vous aurez 150 € à investir d'un coup en mars dès qu'on arrivera sur la première zone d'accumulation rationnelle. Et l'avantage, c'est que regardez le dessin, regardez la courbe. En fait, c'est comme si on arrivait à tirer parti de toutes les consolidations. Si on essaie de tracer là l'évolution, on va dire le centre de gravité de la courbe, ça donnerait ça. Mais grâce aux zones d'accumulation rationnelle, eh bien vous arrivez à grappiller à chaque fois quelques économies ou quelques dollars ou euros sur le prix moyen, comme ça en investissant systématiquement pendant les soldes. Et ça, c'est l'avantage. Donc la courbe d'en haut, c'est la courbe à laquelle vous aspirez en gros avec votre DCA, et la courbe du bas, eh bien, c'est quelque part les soldes que vous faites et qui vous permettent de battre le cours moyen de l'or, de l'argent et du palladium. C'est l'idée. Et c'est ce que je pense on peut faire cette année. Et pour les platinoïdes, bon, c'est pareil, vous voyez, on a concentré nos achats sur les ellipses rouges, c'est ce qui est issu des vidéos, et ce qui nous permet surtout d'éviter le cas catastrophique qu'on aurait, par exemple, investi en une fois au début de l'année, et vous voyez qu'en investissant en une fois au début de l'année, vous seriez actuellement perdant, alors qu'en investissant régulièrement
en DCA et en ZAR, eh bien vous êtes globalement avec un prix moyen qui est actuellement équivalent à celui qui est actuellement là, puisque vous avez investi un petit peu avant, un petit peu au-dessus. Bon, globalement, vous y retrouvez. Ok. Et c'est pareil pour le platine. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'année prochaine. Je pense que vous pouvez conserver le sourire qui est le vôtre. Hein. Vous avez tenu le bon, vous avez été régulier, vous y avez cru. C'est une très belle année à laquelle on vient d'assister. Les fondamentaux n'ont pas changé. Donald Trump a une politique qui a priori se veut extrêmement protectionniste. Protectionniste, ça veut dire inflationniste. Pourquoi ça veut dire inflationniste? Tout simplement parce qu'ils vont devoir payer plus cher leurs produits s'ils importent moins de l'étranger. C'est pour ça, ça sert à ça, hein, les droits de douane, à renchir les produits étrangers et forcer les Américains à consommer américain. Donc à partir de là, ils vont payer plus cher. Ça va être inflationniste. Normalement, l'or aime beaucoup l'inflation. Ça devrait être considéré comme un rempart contre l'inflation aux États-Unis. Et surtout, l'élément le plus important, ça sera de suivre enfin un véritable engouement et pas simplement au mieux de la curiosité, au pire du mépris du public occidental vis-à-vis de l'or qui, encore une fois, semble être qu'assez balbutiement. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous rappelle que les zones d'accumulation rationnelle et les actualités de l'or, je les propose dans une vidéo 2 fois par semaine, dans des vidéos qui sont proposées et labellisées par Au Coffre et Veracash. N'hésitez pas à venir les consulter. Et je vous propose également les zones d'accumulation rationnelle, je le répète, pour que vous n'ayez pas non plus à le faire. Je suis ravi de vous avoir présenté cela. Je vous dis à très vite dans les vidéos et l'année prochaine pour les rencontres au coffre.